Comment la ville a-t-elle évolué et évolue-t-elle au quotidien à travers les périodes? Eh bien, selon les imaginaires de vitesse et de lenteur. Exemple, dans les années 50, place à la vitesse, on utilise une autoroute pour aller jusque dans le centre de Bruxelles quasiment. Et puis là, on laisse tomber la voiture, la vitesse et on entre dans les nouvelles galeries commerçantes qui viennent d'être construites. Ces espèces de poches de lenteur. C'était très segmenté à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est nettement moins. Ici, le piétonnier en est l'un des meilleurs exemples. On va s'intéresser dans cette émission à l'évolution de la ville depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, 75 ans qui ont été très denses. On voit ça juste après, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission qui est consacrée à la mobilité évidemment. Claire Pelgrims, vous avez travaillé sur cette question de lenteur et de vitesse. En quoi ça consiste? Ça veut dire que la ville est construite pour être traversée à différentes vitesses, je ne me trompe pas? C'est exact, hein. Donc effectivement, la ville, en fait, elle est construite pour avoir des espaces qui permettent d'aller vite et puis des espaces aussi qui permettent d'aller lentement parce que aller lentement, ça veut dire aussi se rencontrer, profiter. Donc ce sont effectivement deux fonctions qui sont conjointes et qui doivent être pensées ensemble. Vous avez étudié toutes ces évolutions depuis les années 50 environ et vous différenciez deux périodes. Oui, tout à fait. En fait, depuis une vingtaine d'années, on réfléchit de plus en plus les modes lents, qu'on appelle aussi les modes actifs, comme étant des modes qui vont permettre effectivement de réellement se déplacer et de remplacer aussi la voiture, dont on sait qu'elle doit prendre moins de place dans nos quotidiens pour répondre aussi aux objectifs climatiques. Et en termes de pollution. Mais avant ça, en fait, on aménageait déjà des espaces pour la lenteur, mais ces espaces étaient plutôt cantonnés, si je puis dire, à des espèces de poches dans lesquelles on pouvait se rendre rapidement, mais des poches où on allait profiter de la marche, par exemple. Donc, tout ce qui est parc, tout ce qui est galerie commerçante, tous ces espaces piétonniers qu'on a aménagés à Bruxelles depuis les années 50-60. La frontière était en quelque sorte beaucoup moins perméable. On passait, par exemple, de la ville à toute vitesse pour aller jusque dans ces poches, c'est ça? Qui est particulier dans les galeries commerçantes, en fait. C'est effectivement ce qui est planifié. Donc il y a certaines périodes où on s'est dit que le marcheur en ville ou le cycliste n'était pas le futur et qu'au contraire on allait plutôt aller en voiture ou en transport en commun, surtout des métros, rapidement, le plus vite possible à sa destination, et que dans cet espace de destination-là, par contre, on allait pouvoir marcher tranquillement, faire du lèche-vitrine, etc. Mais cette vision-là, elle est évidemment obsolète et finalement assez fausse, parce qu'il y a de tout le temps eu quand même des gens à pied, évidemment, en ville. C'est une ville assez dense à ce moment-là, on peut dire ça? Une ville qui se construit en hauteur aussi? Alors, dense et en même temps pas tellement dense, parce que le modèle à l'époque, c'est quand même plutôt la périphérie urbaine, où on a de la place pour créer des autoroutes urbaines et mettre de la végétation. Donc c'est une forme de densification des espaces dans lesquels on marche, qui sont proches, qui sont en fait des espaces ponctuels, mais en fait la ville elle-même est plutôt pensée comme quelque chose qui s'étend, alors que effectivement maintenant on est plutôt dans une dynamique de rapprochement des espaces de vie, parce que si on veut y aller à pied ou en vélo, évidemment il faut que ce soit dans un espace du proche. Ça, c'est à partir de la fin des années 80 qu'on rentre dans cette nouvelle dynamique. La fin des années 80, effectivement. Quel est le basculement? Quel est l'élément qui fait basculer dans cette période-là? Donc il y a déjà une prise de conscience à l'échelle planétaire, hein, en fait, du fait que la mobilité telle qu'elle avait été rêvée dans les années 50-60 n'était pas possible, n'était pas tenable, mais aussi... Pourquoi? En termes environnemental, c'est ça l'idée? Environnemental, de pollution, de qualité de vie. On se rend bien compte en fait que la ville étouffe, que les gens sont malades aussi. Et qu'il y a toute une série de problèmes par rapport aussi à l'autonomie des enfants dans l'espace public, enfin toute une série de publics en fait qui ne trouvent plus leur place dans l'espace urbain du fait de la place qui était laissée à la voiture. Et donc un retour finalement en arrière et en même temps vers une autre forme de mobilité. L'idée de laisser maintenant plus de place au mode actif, la marche, le vélo. Ça n'est pas exactement revenir au début du XXe siècle, parce que en fait, maintenant, ces modes-là, on les accélère. On essaye qu'ils aillent aussi plus vite que ce qu'ils pouvaient aller avant. C'est une vision qui est uniquement à Bruxelles, ou alors je suppose que c'est partagé dans les pays nord-européens et plus largement même? Oui, même au-delà. En fait, c'est une vision qu'on retrouve de manière générale dans l'Occident, si je puis dire, même si évidemment tous les pays ne l'ont pas fait à la même vitesse et avec le même taux de réussite. Ouais.
C'est paradoxal parce qu'on a l'impression que justement dans le monde actuel, le monde va beaucoup plus vite, mais pourtant, dans votre analyse, c'est pas le cas ou c'est segmenté différemment plutôt? Donc effectivement, nos modes de vie s'accélèrent. On a de plus en plus de choses à faire qui font qu'on veut aller entre guillemets de plus en plus vite. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit plutôt de manière générale que le monde accélérait et qu'en fait on n'aménageait pas la lenteur. Donc mes travaux, ils ont vraiment montré finalement que c'était pas vrai et que cet aménagement de la lenteur, c'est une constance, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais de manière différente, parce que justement on pense la lenteur de manière différente. Et donc maintenant, quand on aménage la lenteur, on essaye de l'aménager aussi comme quelque chose de fonctionnel qui va effectivement permettre d'aller de domicile au travail ou à l'école, etc. Quand on parle de mobilité en 2025, ça suscite les tensions. C'est pas quelque chose qui est neuf d'avoir des tensions? Non, pas du tout. Quand on regarde les premiers semi-piétonniers qui ont été aménagés à Bruxelles, on avait déjà les mêmes tensions sur la question du stationnement, sur la question de la circulation, avec plus ou moins les mêmes arguments, hein, il faut le dire concrètement. Ça crée des tensions parce que la mobilité, elle reste vraiment une part importante du quotidien des individus de manière générale. Ça occupe beaucoup d'énergie et il y a effectivement beaucoup de tensions autour de ces changements de mode de vie. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Merci Claire pour ces explications quant à l'imaginaire de la vitesse et de la lenteur dans l'évolution d'une ville. Aujourd'hui, donc, on voit que la lenteur prend un petit peu plus de place. Une dynamique lancée depuis une trentaine d'années, on vient de le dire. Et justement, on va en parler dans les prochaines secondes avec l'un des acteurs de la mobilité à Bruxelles qui a subi tous ces changements. Et on en parle juste après ça. L'un des acteurs de la mobilité à Bruxelles, Pascal Smet, vous avez été ministre de la mobilité entre 2004 et 2009, et puis de 2014 à 2019. Plus de place pour la lenteur à Bruxelles, c'est quelque chose que vous avez porté, assumé? Oui, absolument. Surtout qualité de vie. Pour moi, la mobilité n'était jamais un but en soi. Mais Bruxelles, il y a 20 ans, c'est peut-être difficile à imaginer, mais c'était encore une ville complètement orientée vers la voiture, vers le transit. Pas beaucoup de place pour les cyclistes, pas beaucoup de place pour les piétons. Je me souviens encore très bien au début, les gens râlaient vraiment à la place Poulard. Je ne vais jamais oublier. Les gens criaient à moi: retourne vers la Flandre avec ton vélo. On ne roule pas en vélo à Bruxelles. Les gens criaient ça à moi. Et tout ça était une autre mentalité. On avait même un ministre-président qui était fier de dire qu'il prenait sa voiture pour 400 mètres pour acheter son pain. Ouais. Il a dit ça avec une fierté. Aujourd'hui, ça serait inimaginable de le penser, mais à l'époque, c'était naturel. Pascal Smet, visualisons quelques projets que vous avez mis en place. Expliquez-nous un petit peu. J'ai rapidement dont vous êtes le plus fier. Oui, j'ai rapidement compris qu'il ne faut pas vraiment parler de voiture, puisque dès le moment que tu parles de la voiture, tu deviens anti-voiture. Et pendant 50 ans, on a imprégné dans notre cerveau une image que la voiture est la liberté. C'est qu'on touche la liberté des gens. Et j'ai voulu montrer que l'espace public, l'endroit où on vit ensemble, est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec piétoniser ou apaiser ou enlever les voitures dans les places. Place Flagey, c'était la première grand truc que j'ai fait. Au moment de réménagement, c'était prévu d'avoir un parking. Et on a enlevé le parking, on a organisé la première fois à Bruxelles un concours international avec plusieurs teams d'architectes pour réménager la place. Ensuite, on a fait Place Roger, on a pris Place Miroir, on a fait toutes les places pour montrer aux gens, regarde, une place, c'est un lieu de rencontre, c'est pas un parking public. Et les gens ont apprécié. Et pas par les gens ont apprécié, il n'y a pas eu... Oui, au début, évidemment, des difficultés, mais moi, j'ai compris, il faut toujours rester focus, il faut laisser les gens rêver, montrer comment ça va être, et ça doit être mieux, évidemment, et faire ce que tu dis, ça, c'est aussi très important. Et dès le moment que la Pour mettre ça en place, par exemple, entre 2004 et 2009, au sein du gouvernement, avec un Charles Biquet assez conservateur en termes de mobilité, ça s'est fait? Oui, mais mon plus grand allié, très paradoxalement, était Philippe Moreau. Les gens ne comprennent pas quand tu dis ça, mais c'est la réalité. Okay. Il avait compris que la ville a dû changer et parfois il a poussé Charles d'accepter, par exemple, Place Roger. C'est Philippe Moreau qui dit, parce qu'elle a raison, il faut enlever les voitures. C'est une carte de visite de Bruxelles, puisqu'on avait tous les hôtels là-bas. Tous les hommes des affaires allaient là-bas. Et les gens rencontraient, quand ils sortaient des hôtels,
des voitures. Et les Bruxellois l'ont compris ça? Parce qu'on voit en 2025, 2024... Oui, puisqu'il y a 20 ans, c'était vraiment une brise-glace. Hein. Bruxelles était vraiment sclérorisée dans ce plan-là. On avait Henri Simons qui a commencé un peu au niveau de la ville de Bruxelles. Et c'était vraiment un combat rue par rue. Je donne un autre exemple. La rue dominicaine, derrière la Monnaie, par exemple, il y avait des voitures. On a piétonnisé. Il y a toute la petite ceinture cyclable aussi. Oui, ça c'était aussi un combat pendant 2-3 ans avec les bourgmestres, puisque tu as plein de bourgmestres autour de convaincre. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît, c'est mieux. Et ça, c'est aussi la fonction de la politique, je pense. Expliquer, avoir une vision, oser d'aller contre-courant, mais très important, toujours parler de l'objectif. Et l'objectif est la qualité de vie, un meilleur espace public. Et pour arriver à ça, on doit réduire la place de la voiture et créer de la place pour les cyclistes. Puisque ça m'a toujours frappé. Je fais de la Flandre initialement. Je suis agrandi avec un vélo. Et en Flandre, le vélo, comme dans les pays scandinaves, est utilisé comme un moyen de transport. En Wallonie, Bruxelles, le monde francophone et le plus le sud de l'Europe on va, le vélo est considéré comme un moyen de loisir et pas comme un moyen de transport. Et on a dû changer cette mentalité des Bruxellois. Et aujourd'hui, on voit que ce changement de mentalité a eu lieu. Quelle est la grande différence entre la législature que vous avez pratiquée en 2004-2009 et 2014-2019 ? Le changement des mentalités... C'était plus facile, de certaines manières. Ouais. Peut-être l'administration était plus compliquée de gérer. Et les dernières 5 années, on a perdu un peu de force, puisque tout ce qui était le réménagement, Good Move, qui était mon plan initialement, est devenu un plan anti-voiture, est un plan de circulation. Il était approuvé en 2020. Mais quoi, oui, un plan de mobilité. Et là, je pense que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours viser la qualité de l'espace public. C'est ça le problème de Good Move actuellement ? Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors à Kuregem, par exemple, à Schaerbeek? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens ont été... Je pense que le vrai problème n'était pas Schaerbeek, le vrai problème était Kuregem. Les gens de Kuregem n'ont pas compris pourquoi juste immédiatement après Covid, on a mis des blocs de béton, un plan de circulation que personne n'a voulu, personne n'a compris, et surtout, il n'y avait pas le rêve d'amélioration de l'espace public. S'il y avait à ce moment-là des plans pour dire on va réménager des espaces pour les enfants pour jouer, on va faire des petits parcs, des postes de fraîcheur, tout ça, meilleure qualité de vie, meilleur retour vers la nature, les gens ont compris. Mais le rêve n'était pas là. Et ça, c'est la grande leçon que moi j'ai compris pour changer les mentalités. Il faut laisser rêver les gens, la qualité de l'espace public doit être améliorée. Et il faut faire ça assez vite. Et ça, c'est aussi la leçon du piétonnier. Pourquoi au début le piétonnier a foiré? Puisque au début, tout le monde était pour, avec allez, pas tout le monde, mais une grande partie, avec le réménagement temporaire. Le temporaire commençait à durer 2 ans. Et les gens ont dit non, on veut la qualité d'espace public. Mais dès le moment que le piétonnier était réménagé, les arbres ont poussé. Aujourd'hui, c'est un des artères le plus peuplé de Bruxelles et le plus fréquenté de Bruxelles. Pascal Smet, une petite question sur la vision. On a l'impression, on parle de mobilité chaque semaine, que la vision francophone bruxelloise est très différente de la vision néerlandophone bruxelloise. C'est pas quelque chose que vous sentez, non? Initialement, oui. Franchement, il y a 20 ans, oui. Quand on voit Elke van den Braan qui arrive, vous aussi, alors on n'aime pas ce que vous faites, mais il y a un courage politique en quelque sorte, non? Enfin, courage politique, je pense un peu mentalité, je vais dire c'est un peu culturel, dans ce sens que le vélo était, comme je dis, dans le monde latin, plutôt moyen loisir et pas le moyen de transport. Ça, c'est vrai, mais ça s'est dépassé aujourd'hui. Je pense que c'est question de génération, surtout maintenant. La génération bruxelloise, n'importe quelle langue il parle, n'importe d'où il vient, il aime marcher, il aime prendre le transport en commun, il aime prendre le vélo, et c'est surtout la plus vieille génération qui a encore ses habitudes. Mais, en même temps, on doit dire, il faut aussi que la ville reste accessible et qu'il y ait une fluidité. Et on ne peut pas organiser tellement le trafic que les gens sont coincés dans leur quartier, puisque de temps en temps, tout le monde a besoin d'une voiture. Et quand tu es coincé dans ton quartier, tu ne comprends rien non plus. Je vous poserai bien 5 questions de plus, Pascal, mais on me fait signe dans l'oreillette. Merci pour votre franc-parler. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On va suivre évidemment chaque semaine ces changements de mobilité à Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.